Il y a des paquebots que je porte moins dans mon cœur que d'autres. Parce que je ne les trouve pas réussis, disgracieux, disproportionnés, ils ne m'évoquent rien ou pas grand-chose. Vous me trouverez peut-être dur, mais c'est en grande partie le cas pour le United States. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un transatlantique américain qui a le mérite, et c'est en cela que je tiens à vous en parler, d'être toujours à flot aujourd'hui. Bon, il existe toujours, c'est une forme immense qu'on aperçoit de loin quand on s'approche du port de Philadelphia. La simple vue peut vous donner le tétanos tant il paraît rouillé et décrépit. Il fait partie du paysage de la ville depuis 1996 et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il est sur le point de disparaître de son quai et il me semble que cette fois, il y a des grandes chances pour qu'il soit découpé. Bon, retraçons son histoire car elle reste quand même très intéressante et elle mérite qu'on la raconte. Le United States n'aurait certainement jamais vu le jour sans la vision d'un homme, William Francis Gibbs. Gibbs est un architecte naval et il a la volonté, l'envie dès son plus jeune âge de créer le plus grand navire qu'il soit et capable de dépasser les 30 nœuds. Il se met alors très tôt à étudier des plans et des innovations lui permettant de réaliser son ambition. À l'issue de la Première Guerre mondiale, les États-Unis récupèrent le liner allemand Vaterland. Peu coopératif évidemment, les Allemands refusent de céder les plans des installations du paquebot et Gibbs se voit alors attribuer la tâche de redessiner le plan des aménagements intérieurs. Le résultat est splendide, fonctionnel et très réussi. Gibbs se fait alors un nom même si le Vaterland, devenu le Léviathan, sera un échec cuisant tant il rencontre des problèmes. Et puis, les compagnies américaines ne sont pas aussi renommées que les compagnies anglaises ou françaises, en grande partie à cause de la prohibition qui interdit l'alcool même à bord des paquebots américains. Le taux de remplissage est faible, rendant le Léviathan peu rentable et déficitaire. Après à peine 14 ans, il est retiré du service. Autant dire que, malgré les sollicitations de Gibbs, ses plans, ses maquettes et ses démonstrations, il ne parvient pas à convaincre son gouvernement de se lancer dans la construction d'un superliner capable de concurrencer les principales compagnies de l'Atlantique Nord. Et pourtant, tout le monde s'y met. Les Allemands reviennent en force avec Bremen et Europa, récupérant le ruban bleu en 28. Même les Italiens auparavant très discrets apparaissent avec deux sublimes transatlantiques, le Conte di Savoia et le Rex. Gibbs va surtout être subjugué par Normandie, qui ne l'était pas. Véritable révolution, style complètement réinventé, on raconte que, lors de son arrivée triomphale à New York en mai 1935, au cours de laquelle il ravit d'ailleurs le ruban bleu, Gibbs se serait faufilé sur le paquebot pendant que les passagers en descendaient afin d'en visiter les moindres recoins en se faisant passer pour un passager. Il tombera fou amoureux de Normandie, dont il restera éternellement admirateur, et évidemment, il s'en inspirera pour ses futures créations, dont le United States. Il faut attendre 1938 pour que les États-Unis décident de la construction d'un nouveau paquebot. Rien de gigantesque, on opte pour un navire de petite taille, et bien sûr, l'architecte est William Francis Gibbs. 220 mètres de long, 28 de large, vitesse max 22 nœuds. Son nom, America. C'est un joli petit navire dont United States reprendra les formes en beaucoup plus grand et moins gracieux. L'intérieur est richement décoré et comme sur les compagnies concurrentes, on fait appel à des décorateurs et artistes contemporains pour réaliser les espaces communs. America est mis à l'eau et le lendemain, la Seconde Guerre mondiale éclate, mais pour le moment, les États-Unis sont neutres dans ce conflit. America réalise son voyage inaugural le 22 août 40 et fait principalement des croisières aux États-Unis. Hors de question de traverser l'Atlantique au milieu d'un conflit, il est donc peu rempli. Lorsque les États-Unis entrent en guerre, il est converti en transport de troupes. C'est à ce moment de l'histoire que le gouvernement américain prend conscience de l'importance des superliners capables de dépasser les 30 nœuds comme Normandie, Queen Mary et Queen Elizabeth. En plus d'être gigantesques et de loger énormément de troupes, ils sont des cibles plus difficiles pour les U-boats grâce à leur vitesse. Il confie donc à Gibbs la direction du projet d'un tel paquebot dont il remet un premier projet en juillet 1945 qui reste lettre morte. America sortira indemne de la guerre et autant dire que ses moteurs sont à présent bien rodés. Ce sera un navire très populaire des années 40 qui, après avoir été revendu dans les années 60, connaîtra une ferveur encore plus importante sous le nom d'Australis, entre la Grèce et l'Australie.
Je ne vais pas plus m'étendre à son sujet, sachez que vous l'avez probablement déjà vu en photo dans sa dernière demeure, puisque son épave, à la dérive après avoir rompu ses amarres avec son remorqueur, s'échouera en 1994 sur une plage de Fuerteventura et demeura sur place, brisée en deux, et sera extrêmement photogénique jusqu'à ce que les vagues et l'océan aient complètement digéré ce qu'il en restait. Avec le début de la guerre froide, le gouvernement américain se décide cette fois à financer le projet de Superliner. Mais celui-ci devra être fabriqué en étroite collaboration avec l'armée et dans le plus grand des secrets. Comme tout Superliner, il doit pouvoir servir à l'effort de guerre et être converti en transport de troupes si un conflit éclate, ce qui est plus que probable entre les États-Unis et la Russie dans les années 50. Aucun plan de sa coque ne sera dévoilé, aucune représentation n'en sera faite, aucune maquette ne le représentera alors en dehors de l'eau car on ne sait pas comment est fait sa quille. En 1952, si vous achetiez une maquette du United States, vous l'auriez assemblée en train de fendre les flots ou avec une coque dont la forme n'est pas la sienne. La construction commence en février 1950 dans le chantier naval de Newport News sous haute surveillance. Souvenez-vous que nous sommes en plein dans l'ère de l'espionnage et la course à l'armement contre la Russie qui est le grand ennemi imprévisible et silencieux, mais dont les yeux sont présents absolument partout grâce au KGB. Le paquebot recevra des machines initialement destinées à un porte-avions. C'est une première sur un paquebot de ligne et ça lui donnera une puissance jamais atteinte. La cale dans laquelle on est en train de le construire est trop petite. Elle est alors partiellement remplie d'eau pour ne pas révéler le dessin de sa coque, puis, devant le public, le United States est baptisé et mis à l'eau le 23 juin 1951 afin de terminer sa construction. 300 mètres de long, 31 de large, 12 ponts et 53 mètres de tirant d'air, capable d'embarquer presque 2000 passagers et 900 membres d'équipage. C'est colossal et pas très joli, mais ça c'est vraiment que mon avis. Sa coque est trop haute, sa superstructure est tassée et oscille entre classicisme et modernité, lui donnant une apparence quelconque et sans émotion. Sa ligne reste racée avec sa longue poupe fine fendant les flots et son brise-lames caractéristique des liners transatlantiques. En fait, son principal défaut que je lui reproche et qui casse complètement son dessin, ce sont ces deux colossales cheminées qui lui font comme deux gros tubes légèrement inclinés, disproportionnés sur sa superstructure. Repérables de loin avec leur rouge pétant, surmonté d'une bande blanche et le haut chapeauté de bleu, les couleurs des États-Unis. J'imagine qu'elles se veulent avant tout pratiques car elles ont l'avantage d'envoyer très haut la fumée. Elles reprennent le design de ce qui avait déjà été fait pour America. Bref, je vous laisse vous faire votre avis. Notons toutefois que ces cheminées sont en aluminium, elles sont donc plus légères et elles permettent alors aux United States de gagner encore plus de vitesse. L'intérieur du paquebot ne veut pas beaucoup mieux que l'extérieur malheureusement, et c'est peut-être ce qui sera un de ses principaux défauts. Mais la raison est tout à fait compréhensible. Gibbs est un homme marqué par son temps, et sa priorité absolue est la sécurité. Il vit partir en fumée nombre de transatlantiques, comme le Normandie dans le port de New York, et dont il participa au renflouement. Mais surtout, le Morro Castle, paquebot américain parti en fumée au milieu de l'océan et qui causa énormément de morts. J'y ai consacré d'ailleurs un épisode que je vous invite à découvrir. C'est pourquoi il bannit à bord le bois et tout matériau inflammable ou capable de véhiculer le feu. Gibbs donnait la priorité à la sécurité et à la fonctionnalité avant le luxe. C'est avec toutes ces contraintes que la décoration est confiée aux décoratrices Dorothy Markwald et Anne Urquhart. À l'intérieur, on trouve donc beaucoup d'aluminium, les mains courantes même sur les ponts extérieurs sont en aluminium, les panneaux au mur sont en fibre de glace ou en aluminium, les cloisons isolées avec de la marinite, certains revêtements au sol, dont celui des ponts de promenade, sont en caoutchouc. Tout ce qui est rideaux, couvertures, nappes, etc. sont en dinelle ou en tissu synthétique ignifugié. L'intérieur est donc froid. On ne s'extasie pas face à la richesse de sa décoration, contrairement à ses concurrents tels que la vieille anglaise Queen Mary ou Queen Elizabeth, l'Île de France en fin de carrière ou même Liberté. Notons quand même qu'un effort est apporté. Tenez, la salle à manger des premières par exemple. Les panneaux au mur sont dans des tons crème. Pour contraster, le tissu des chaises est dans un beau rouge relevant la prestance de la pièce. S'élevant sur le mur principal, une composition de 4 figures féminines symbolisant la liberté. Le salon d'observation de première, lui, est avec un revêtement vert au sol. Les fauteuils et les rideaux sont bleus, contrastant avec le blanc des panneaux d'aluminium. La salle de bal des premières est elle aussi assez jolie.
Les petits fauteuils club et leurs tables basses rondes au plateau de verre et aux pieds en aluminium sont dispersés çà et là entre des parois de verre ciselé qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs la décoration de Normandie. Le plafond est percé en son centre d'un dôme de lumière artificielle. C'est agréable d'y venir la nuit pour danser sur un foxtrot et faire des rencontres. C'est moderne, un brin froid, mais moderne. Une pièce tout aussi moderne, le fumoir, décoré dans une teinte de couleur automnale, avec sur le mur principal un panneau de verre gigantesque représentant la carte du monde. Au-dessus de chaque continent, une horloge indique l'heure qu'il y est. Rappelons-le, à bord, on voyage. Dans les cabines, c'est pareil, tout est pensé pour être fonctionnel. Évidemment, United States dispose de suites pour les passagers les plus fortunés. À bord, on trouve un théâtre en première et un en classe touriste, une bibliothèque, une salle de jeu pour enfants, un gymnase, une piscine tout au fond de sa coque entre les deux hélices latérales. Vous pourrez vous y baigner si vous parvenez à la trouver dans ce labyrinthe de coursives. Tout le paquebot est équipé d'une climatisation et dans les cabines de première classe, il y a même un thermostat pour mettre la température que vous souhaitez. Toutes sortes d'activités sont proposées et clairement, on n'a pas le temps de s'ennuyer. United States dispose d'un grand sun deck et un large pont arrière. On peut s'y faire bronzer dans les chaises longues et y terminer un roman. On peut jouer au tennis de pont, au palais. Si le vent vous empêche de profiter des ponts découverts, United States possède un long pont de promenade couvert et fermé par des fenêtres. Vous y trouverez également des chaises longues pour vous étendre et profiter du soleil sans le vent ou les embruns marins. Ou bien, vous pouvez aller écouter un concert sur le piano du salon. Le piano justement, c'est avec le billot du boucher le seul élément en bois présent à bord du bateau. Gibbs avait demandé à la maison Steinway d'en réaliser un en aluminium bien sûr, mais le fabricant était parvenu à lui faire entendre raison. La qualité du son aurait été détériorée et un tel navire a besoin d'un instrument à la hauteur de son prestige. Ils avaient donc réalisé un piano en acajou ignifugé. Pour preuve, le représentant de la maison Steinway avait versé de l'essence sur le piano, allumé le feu, et celui-ci ne s'était pas propagé. Gibbs avait donc accepté le piano. Même la barre du bateau n'était pas en bois, mais en métal. Gibbs se déplaçait partout dans le navire en testant à l'aide d'un bâton chaque matériau, chaque meuble, chaque panneau, afin de s'assurer que rien n'était fait de bois. Vous l'aurez compris, en plus de s'assurer que rien ne pouvait prendre feu sur son paquebot, l'aluminium et le plastique lui font gagner énormément de poids. Gibbs a la volonté de ravir le ruban bleu aux Anglais et de le garder longtemps, très longtemps. Jusqu'à son retrait du service, la puissance du navire demeura inconnue. On sait aujourd'hui qu'il fait 248 000 chevaux. Je dis bien qu'il les fait, car ces machines sont toujours bien à leur place au fond de sa coque. Durant ses essais en mer, il explose déjà tous les records avec 38 nœuds mesurés, bien au-dessus des 31-32 relevés pendant les essais de Queen Mary et Normandie. Le record étant toujours détenu à ce moment par Queen Mary avec 31 nœuds de moyenne en traversée. On dira toujours de United States qu'il pouvait largement dépasser les 40 nœuds. Ces machines n'ont jamais été poussées à leur pleine puissance. Autre fait incroyable, United States peut naviguer à la vitesse de 20 nœuds en marche arrière. On relève de très faibles vibrations à l'arrière, au-dessus des hélices, elles aussi au design tenu secret. C'est pas grave, ce sera des espaces réservés à l'équipage. Allez, problème résolu. Sa construction aura coûté plus de 78 millions de dollars, en grande partie financée par l'État américain donc. La United States Line revient en grande pompe et fanfaronne à juste titre le 31 juillet 1952 lorsque United States part pour son voyage inaugural à la veille de la fête nationale américaine. À bord, c'est l'effervescence. Le Commodore Harry Manning est aux commandes avec une lourde pression sur les épaules. Il sait que tous les regards de chaque côté de l'Atlantique sont tournés sur son liner. Des personnalités comme l'acteur Bob Hope et Margaret Truman, la fille de l'ex-président Truman, embarquent à bord. Manning est très concentré. Il dort peu, à peine plus de 4 heures par nuit, et passe plus de temps sur la passerelle et à la timonerie que dans les espaces communs à discuter avec les passagers. Dans les premiers jours, il rencontre évidemment le brouillard. Il ne ralentit pas tellement sa vitesse car United States est équipé pour la première fois d'un mât radar permettant de détecter la présence des autres navires dans le secteur. Évidemment, le record est battu en ce voyage inaugural avec un record de 3 jours, 10 heures et 40 minutes, soit 10 heures de moins que Queen Mary.
Et au retour, il battra le record dans l'autre sens. Il demeure jusqu'à ce jour imbattu. Les États-Unis récupèrent enfin le ruban bleu qu'ils n'avaient pas vu flotter au-dessus d'un de leurs paquebots depuis 1854 avec le Baltique de la Collins Line. À son arrivée, la vitesse était telle que la peinture de la coque s'était écaillée par endroits. Le chef mécanicien annonce même qu'ils ont utilisé une puissance de moins de 200 000 chevaux. C'est un monstre. La conquête du ruban bleu et le prestige du United States sont un événement national. L'équipage, une fois débarqué à terre, parade sous les applaudissements à Broadway. Les Américains, grands héros de la guerre, libérateurs de l'Europe, imposent leur supériorité et leur puissance jusque sur l'Atlantique. Le Big U, comme on l'appelle familièrement, acquiert donc une clientèle fidèle. Parmi eux, le duc de Windsor, Édouard VIII, qu'on accueille souvent à bord, mais aussi Cary Grant, Grace de Monaco, John Wayne, Marilyn Monroe, Judy Garland, Walt Disney, Duke Ellington, Salvador Dali et bien d'autres vedettes de ces belles années voyagent à son bord. Durant les années 50, son taux de remplissage reste proche des 90%. Il n'y a rien de notable à raconter. Il ne connaît pas d'avarie ni d'incident, c'est un navire très fiable. Toutefois, il reçoit de nombreuses critiques. Le bateau est fin et il a la réputation de rouler énormément. Rien d'incroyable pour un transatlantique. Beaucoup d'entre eux tanguaient de la sorte et c'est normal au milieu de l'océan Atlantique. Les stabilisateurs n'avaient pas encore fait leur apparition. Queen Mary et Normandie étaient eux aussi connus pour rouler par gros temps. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on trouve des mains courantes dans les coursives. Mais évidemment, on lui reproche également son intérieur peu luxueux, comparativement à la concurrence. Et quand on paye cher son billet sur un transatlantique, on s'attend généralement à embarquer sur un palace flottant. Rappelons que ce n'est pas monsieur et madame tout le monde qui pouvaient se payer ce genre de voyage en première classe. Progrès et innovation arrivent à pleine vitesse, presque aussi vite que navigue le United States, au-dessus duquel voyage encore plus vite l'avenir. Levez les yeux. Cet ennemi-là n'est pas silencieux ni invisible. Il est imposant et bruyant, et c'est un quadrimoteur qui emporte dans sa carlingue exiguë nombre de voyageurs en quelques heures entre New York et Paris, regardant de haut, très haut, les deux imposantes cheminées de Big U. Et assez vite, ce sont même les premiers Boeing 707 qui assurent la liaison entre le vieux continent à l'aube des années 60. Le déclin arrive donc assez vite finalement. En 1961, France fait une entrée fracassante sur l'Atlantique Nord. Il n'est pas aussi rapide, mais sa ligne est sublime et son intérieur est beaucoup moins austère que le United States, sans parler du confort de ses cabines. Et si on embarque à bord d'un paquebot français, c'est parce qu'on sait qu'on y trouvera un peu de la France, de son savoir-vivre et de sa gastronomie. Mais on reviendra un autre jour sur France car je dois absolument vous en parler. Les réservations diminuent donc et la United States Line décide dans un premier temps de se séparer d'America en 1964. United States part lui aussi en croisière d'hiver dans les Bermudes, les Caraïbes et le long des côtes de l'Amérique du Sud. Mais le déclin est déjà bien amorcé. En 1967, c'est Queen Elizabeth II qui vient également sur la ligne pour enfin mettre à la retraite bien méritée le Queen Mary et le Queen Elizabeth. Cette même année 1967, United States pleure la mort de son créateur. William Francis Gibbs part voguer vers son dernier voyage, celui dont personne ne revient. Fin d'année 69, Big U part en cale sèche pour un carénage complet de sa coque. C'est-à-dire qu'on va nettoyer la coque, gratter les parties habituellement immergées dans l'eau et procéder aux réparations si besoin. Il était prévu qu'en janvier 70, ils partent en croisière. Une grande partie des billets sont déjà vendus, mais à la surprise générale, la croisière est annulée et on annonce également qu'après 17 ans et 400 voyages, United States est retiré du service. L'ère des superliners transatlantiques touche à sa fin. Big U est alors amarré à un quai en Virginie. Tout est resté en place, absolument tout, même des effets personnels de son équipage qui ne pensaient pas une seule minute que la fin arriverait si brutalement. Les uniformes sont dans les placards, la vaisselle soigneusement rangée, le matériel de pont est en place, tout, vous dis-je. Le navire est invendable, il est toujours placé sous secret défense et doit encore pouvoir servir en cas de guerre. Tout est donc soigneusement fermé, hermétiquement. Et les années passent ainsi, sans que rien ne bouge, là, à son quai de l'oubli, en Virginie.
En 1976, Norwegian Cruise Line tente de racheter le United States pour le convertir en navire de croisière dans le but de répondre à la demande grandissante. Mais il est toujours sous la juridiction de la Navy et on refuse donc de le vendre à une puissance étrangère. Ils jetteront alors leur dévolu sur France. Hello Norway. Finalement, en 1978, la Navy annonce qu'il ne leur est plus d'aucune utilité et qu'il peut être vendu. En 1980, un premier acquéreur de Seattle devient donc l'heureux propriétaire du Big U, qu'il compte lui aussi transformer en navire de croisière. Il récupère alors cette capsule temporelle dans laquelle tout est toujours en place. Mais, en 1984, son entreprise est en faillite. Et pour récupérer des fonds, on ouvre en grand le United States et tout son mobilier est vendu aux enchères pour des collections privées principalement. Un premier coup dur pour l'avenir. Ces hélices sont retirées et on en trouve maintenant une au musée maritime de Newport News. Une autre est à New York, devant le Maritime College. Une autre encore au Pier 76 de New York et une autre sur les ponts du United States. Un panneau décoratif d'un des salons de première classe est également acquis par le musée maritime de Newport News et peut être admiré. Le paquebot est alors revendu en 1992 à une compagnie turque qui entreprend le désamiantage à Sébastopol puis en Ukraine. À cette occasion, absolument tout ce qu'il reste de son intérieur est retiré, détruit. Il n'y a plus de cloisons entre les cabines, plus de panneaux au mur ou d'habillage au plafond, rien. Mais la compagnie est en faillite et pour absorber ses dettes, on dépose les canaux de sauvetage en aluminium qui sont vendus eux aussi. Suite à cela, il est amené au quai de Philadelphia et n'en a plus bougé depuis 1996. Évidemment, les propriétaires ont continué à se succéder. En 2003, c'est à nouveau la Norwegian Cruise Line qui s'y intéresse après le désarmement de Norway, et ils deviennent les nouveaux propriétaires. Des plans sont établis pour le remettre en service, mais la crise économique vient mettre un terme au projet et Big U continue de se dégrader à son quai. Sa peinture s'écaille, le rouge de ses cheminées s'estompe peu à peu, la rouille le recouvre de plus en plus. La Norwegian Cruise Line met alors en vente le navire et lance clairement un appel aux ferrailleurs. La situation devient pressante. En 2010, l'association United States Conservancy est créée. Elle réunit des passionnés autour de la petite fille de William Francis Gibbs qui n'ont qu'un seul but, sauver Big U et l'éloigner de la torche des ferrailleurs. La Norwegian Cruise Line leur laisse jusqu'en février 2011 pour réunir la somme de 3 millions de dollars. Ils luttent tant bien que mal pour recueillir de fonds et racheter l'ex-fierté américaine. Ils y arrivent en partie grâce à quelques richissimes mécènes et une aide financière. Ils espèrent également pouvoir collecter suffisamment de fonds pour restaurer le liner, mais il faut également payer les frais mensuels de location du quai où il est amarré depuis bientôt 30 ans. Aucun projet concret ne voit réellement le jour. On parle à nouveau de le transformer en hôtel flottant, en centre de conférences, parc à thème, mais rien de sérieux qui aboutisse vraiment. Le problème, c'est que c'est très coûteux et peu rentable pour des investisseurs. Plus personne ne semble vouloir se manifester pour redonner au United States son éclat d'antan. Il reste là, l'ombre de lui-même. Son principal défaut, selon moi, c'est que c'est une coquille vide, il n'y a plus rien. Si son mobilier avait été conservé, des visites pourraient y être organisées, il aurait pu lui aussi être converti en hôtel flottant, comme Queen Mary, et proposer un bond dans le passé à ses hôtes pour quelques nuits. Mais non. En 2022, c'est le coup de grâce. Du jour au lendemain, le propriétaire du quai double les frais de location sans préavis. Il devient impossible de payer pour l'association qui est alors menacée d'expulsion. Puis, en juin 2024, le jugement a lieu. S'il est reconnu que le bailleur n'avait pas à augmenter le tarif sans préavis, on demande toutefois au United States de quitter son quai en septembre. Pour quelle destination ? Un liner de cette trempe mérite-t-il de finir découpé ? Ou n'est-ce pas là le pire des châtiments que de terminer ainsi plutôt qu'au fond de l'océan, dans son élément ? Il y a des croyances qui disent qu'un navire ne doit jamais être démoli de la main de l'homme, sous peine de porter malheur à celui qui le fait. En documentant cet épisode, au fil des lignes, mon regard a quelque peu changé sur lui. Je ne peux pas m'empêcher d'apprécier sa ligne, sa coque longue et effilée. On ne me fera toujours pas aimer ses cheminées, et je ne peux toujours pas dire que j'aime profondément ce paquebot arrogant. Mais je lui trouve un charme austère. Alors,
Si vous vous sentez l'âme d'un mécène, ou que l'envie vous prend de vous payer un paquebot, je vous mets le lien de la United States Conservancy en description de l'épisode. Sachez tout de même qu'il faut être lucide. Il coûterait moins cher aujourd'hui de reprendre les plans et reconstruire à l'identique le United States plutôt que de restaurer celui-ci qui n'a pas connu de cale sèche depuis 69, même si sa coque est, paraît-il, en bon état et qu'elle flotte toujours lorsqu'elle ne se pose pas sur la vase. Sans compter la batterie d'experts en tout genre qui devront passer pour l'expertiser, l'ausculter, dresser des plans de réparation et j'en passe. Ôter cette vieille peinture, traiter la rouille, réparer le bastingage qui s'est effondré, refaire le revêtement des ponts qui part en lambeaux, reconstituer tout l'intérieur, cloisonner, remeubler, quid des installations électriques, etc., etc., etc. Non, son avenir pour moi est bien sombre et laisse peu de place au doute, mais on peut toujours rêver, non ? Et quoi qu'il arrive de lui, je suis heureux d'avoir pu apporter ma pierre à l'édifice. D'avoir parlé de lui, car je trouve triste, après tant d'années d'errance, que cette fin qui semble pourtant inévitable depuis bien longtemps, voit finalement le jour dans l'indifférence la plus totale. Nous, les quelques passionnés de ces palaces flottants, prestige de leur pays durant les années de gloire des transatlantiques, sommes les dépositaires de leur mémoire, de leur héritage. On se doit de raconter leur histoire. United States reste un des tout derniers superliners authentiques encore de ce monde et le seul avec encore ses machines dans son ventre. Ultime témoin de son époque, dernier détenteur du ruban bleu et souvenir du prestige des États-Unis à leur grande époque. God bless SS United States. Mon récit est à présent terminé. Si celui-ci vous a plu, que vous avez des remarques ou des commentaires, vous pouvez bien sûr m'écrire à lecimetièredelocéan@gmail.com, je lirai votre mail avec plaisir et j'y répondrai. Je vous invite également à rejoindre les pages Facebook et Instagram Le Cimetière de l'Océan, j'y poste des photos pour illustrer mes récits. Je vous dis donc, à bientôt j'espère, pour un autre récit sur un transatlantique ou un récit de naufrage. Je suis Julien Maroyot, j'ai écrit, réalisé et monté moi-même cet épisode. L'illustration est une œuvre de Julien Garnier.